je vais faire un lien avec la chronique de Nico en parlant d'une autre aventure qui a eu lieu européenne, du coup en 1870 que j'ai découvert. C'est celle de quelqu'un qu'on appelle Aimé Imbert. Je sais pas si vous connaissez. Aimé Imbert ? Pas Ouais. du tout. Pas du tout. Aimé Imbert, c'est un voyageur suisse qui a amené la première délégation suisse au Japon. Ok. Ouais. Je savais pas. Je l'ai découvert il y a de ça 7 ans quand j'ai moi-même bossé pour le musée d'ethnographie à Neuchâtel. Ah. Et en fait, c'était dans la préparation d'une exposition qui s'appelait Imagine Japan. Sur la base des travaux de cet homme qui était revenu en fait, et son but était encore une fois quelque chose de commercial. Au départ, c'était d'ouvrir les portes aussi un peu du Japon. Et il m'avait été demandé de faire plusieurs ateliers par rapport à la culture japonaise. Ça, j'en parlerai à la fin de ma chronique supposée. Voilà, c'est tombé comme ceci. Et il se trouve que ce Aimé Imbert, il est parti avec d'autres personnes assez célèbres aujourd'hui, notamment quelqu'un qui s'appelle Felice Beato. Je sais pas si vous le connaissez. Felice Beato ? Oui. Ça me dit rien. Vous connaissez les autres ? Non, je connais pas du tout. C'est un photographe. Un photographe qui a fait des photos des derniers samouraïs. Donc si vous tapez sur internet Felice Beato samouraï, vous allez voir des photos qu'il a prises sur la fin du 19e siècle. D'accord. Et notamment il est pas dans le dernier samouraï pourtant. Non, mais on va faire quand même un lien. C'est que tu as quand même un photographe dans le dernier samouraï. Dans le dernier samouraï, ouais. Et tu as ce photographe-là notamment qui a pris des photos pour la rébellion de Satsuma, qui est l'événement inspiré en fait du film en question. Et voilà, c'était intéressant de voir en fait des photos de vrais samouraïs, des personnes tu vois en posture, etc. C'est très facile à aller chercher, c'est sur internet. Tapez Felice Beato avec photographie, voilà samouraï, et vous avez les photos, oui, voilà. Okay. Alors, de souvenir, j'avais récupéré des passages de notre cher Aimé Imbert qui était parti au Japon. Et lorsqu'il est parti au Japon, d'après vous, qu'est-ce qu'il allait faire justement ? Quel commerce il voulait ouvrir au Japon ? Il est suisse. Il va ouvrir des banques ou du chocolat. Du chocolat. Alors, je suis suisse, j'ai le droit de faire des blagues. Eh ben, pas bien loin. En vrai, vous n'êtes pas tombé super loin. Ah, c'est vrai ? Le fromage ? Ouais. Non, pas le fromage, mais on est bel et bien sur un stéréotype. Mais non, des montres. Des vaches ? Non, pas des vaches. Des cloches de vaches ? C'est quelque chose par rapport au son, quelque chose qui est minuté. Des horloges, putain. Voilà. Ah oui, mais bien sûr. Dans son livre, en fait, qui relate à son frère Ulysse Imbert, donc du coup le 17 juillet 1861, il lui dit: les Japonais fatiguent des pendules, des boussoles, des cadrans solaires, mais pas des montres. Ils sont bons mécaniciens et deviendraient d'excellents monteurs de boîtes, comme tu peux t'en convaincre en te rappelant les boîtes de boussoles que tu as vues. Ils aiment les montres, mais trouvent en général que c'est un instrument trop cher. En résumant ces données, j'arrive à une combinaison que ne me semble pas dépourvue de succès. Dès l'instant qu'ils fabriquent eux-mêmes la boîte, leur atelier vendront des montres en quantité et ainsi la montre se popularisera et le débouché deviendra important. Donc à la base, c'était aussi pour les montres. Donc c'est la première relation qu'ont les Suisses avec les Japonais. C'est ce que vous avez là. Alors il continue plus loin sur une chose intéressante parce qu'on revient sur un peu la première question qu'avait Elia par rapport à l'intérêt du Japon finalement pour les Européens. Eh bien du coup il poursuit, il dit: les Japonais sont de tous les Orientaux ceux qui s'habituent le plus rapidement à notre civilisation, à ses besoins et qui prennent le plus facilement goût à tout produit de notre industrie. Il y a donc là, pour le commerce européen, les éléments les plus encourageants. Mais le Japon, par sa position géographique, par les richesses houillères et métalliques de son sol, par les conditions de son climat et par le génie inné de ses bâtiments, me semble destiné à devenir le siège des usines, manufactures, de l'industrie et de la navigation de tout le bassin occidental du grand océan. Alors ça fait partie c'est assez visionnaire. Ça fait partie du livre du Japon illustré de 1870. Okay. Voilà. Donc du coup, l'exposition était en fait pour célébrer les 150 ans de cet homme. Et donc là aujourd'hui, on serait à peu près sur les 150 ans de l'expédition. Bien sûr. Soir. Donc on a une personne qui est revenue en Suisse et il a ramené l'une des plus grandes collections d'estampes japonaises. Okay.
Ce à quoi le musée avait eu l'intelligence de faire l'ensemble des estampes, une sorte de micmac, dans le but de faire un paysage et même une estampe sur 360 degrés en fait, D'accord. autour d'un cube. Et en fait, tu regardais des scènes du quotidien. Tu avais des scènes de cirque, tu avais des choses intéressantes par rapport au Japon de l'époque. Tu avais une scène d'incendie avec les pompiers, etc. Ouais. Donc il y avait une vision véritablement du Japon du 19e siècle, donc qui du coup après va s'industrialiser. Et ils avaient montré l'industrialisation du fait qu'au centre même de cette frise d'estampes, Ouais. tu pouvais monter un escalier. Ouais. Et dans l'escalier, tout en haut, il y avait le Japon actuel. Ah. Donc, c'était véritablement le nom de l'exposition. Imagine Japan, tu avais le Japon de l'époque et le Japon actuel. Ce qui est souvent montré, les différences, etc. C'est l'un des sujets les plus étudiés de toute façon de la muséographie. Mais il y avait des parallèles assez intéressants. Il y avait des parallèles qui étaient suisses, parce que c'est une exposition pour les Suisses. Pour les Suisses. Voilà, notamment un tatoueur qui était l'un des plus doués de sa génération, qui était parti au Japon, qui était très connu au Japon. J'ai perdu le nom de ce tatoueur. Je pense que ça va me revenir assez rapidement si je regarde. Voilà, c'est Guido de Marval. Guido de Marval. Okay. C'est un tatoueur qui est assez célèbre et reconnu même au Japon, à tel point qu'il y a des Japonais qui venaient en Suisse pour se faire tatouer. Dans le but de se faire tatouer. C'est dingue. Donc il y a cet aspect assez intéressant. Alors que pourtant le tatouage est, si je me rappelle bien, quelque chose d'assez tabou au Japon. Oui, et en fait il a tatoué des yakuza notamment parce que c'est quelque chose qui est mal vu au Japon. Un tatouage, c'est vraiment dans le sens du monde de la pègre. T'as des yakuza qui sont allés se faire tatouer par un Suisse en Suisse. Oui. À Neuchâtel. Alors, pas à Neuchâtel, parce que je ne sais pas où réside la personne, hein, mais Neuchâtel était le lieu d'exposition. C'est ouf. Alors, il parle aussi dans ce lieu d'exposition des phénomènes qui sont actuels. On parlait par exemple du cosplay aussi. Hein. On a dû en parler je suis pas sûr, au premier épisode sur le Japon. Ça, pas tant que ça, je crois. C'est le diminutif de costume player. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, du coup, cet aspect qu'ont les Européens à adorer aussi faire ceci, à essayer d'incarner des héros qu'ils avaient observés, vus dans des films. Il y avait aussi la particularité d'avoir sur un paysage, comme les Japonais et comme aussi les Européens par définition aussi aiment les visions du mont Fuji, il y avait une dizaine de superpositions du mont Fuji, une vision du mont Fuji au même endroit, mais à différents moments de l'année, à différents climats, etc. Donc ça faisait un condensé assez intéressant. Seule, en fait, la montagne restait. Le reste était un peu indécis. Donc il y avait des choses assez poétiques. Il y avait bien sûr les jardins zen représentés. Il y avait aussi les voies mentales, physiques des Japonais à travers le kendo, la représentation du kendo, mais par un dojo suisse, etc. Donc il y avait ce lien entre la Suisse et le Japon. Et j'avais beaucoup aimé la toute dernière fin de l'exposition où on rentrait dans une salle où il y avait juste un banc. En fait, il y avait un banc, vous savez les bancs d'aéroport où il y a 4 places. Complètement sur la gauche, il y a une armure de samouraï, donc du temps jadis, et complètement de l'autre côté, sur la droite, je vous le donne en 1000, une poupée sexuelle japonaise. Hein, donc gonflables en soi. Donc il y avait véritablement une fracture entre le Japon qu'on aurait pu connaître du passé et le Japon actuel, avec bien sûr pas mal d'a priori sans doute derrière. Potentiellement. Bon, c'est pour choquer d'une certaine manière. C'est aussi pour montrer, et mettre un peu en porte-à-faux, faire un grand écart entre les possibles de la société japonaise. Alors avec ça, on m'avait demandé si c'était possible de faire des ateliers. Des ateliers sur le thème du Japon. J'étais là, je commençais à apprendre un peu sur le niveau de la médiation. J'étais pas si calé que je pouvais être aujourd'hui. Donc on avait pensé à faire un petit atelier pour les enfants qui s'appelle par rapport à des koinobori. Je sais pas si vous connaissez ce que c'est les koinobori. Moi pas du tout. J'avouerais que je sais pas, c'est pas le truc où en fait t'as un petit truc en papier, tu dois choper des petits poissons. Alors, la carpe koi dans le nom, et koinobori ça veut dire le poisson en bannière. Je sais pas si vous voyez, c'est la façon de réaliser des poissons et de les mettre au-dessus de la maison en question en bannière qui flotte au vent. Et donc il y a des grands poissons, il y a des petits poissons. Et en général, par exemple, si on voit 2 grands poissons et 3 petits poissons, c'est que dans cette famille, il y a donc 2 adultes
et 3 enfants. Oh, Et en général, on le ok. fait pour la journée des enfants, qui est une des nombreuses journées qui est dédiée au Japon à des thématiques différentes. Il y a la journée sans doute, je me rappelle plus, liée à la nature. Il doit y avoir du printemps ou quelque chose comme ça. Et il y a une journée pour les enfants, où les enfants en question sont célébrés, par exemple. Ok. Et donc du coup, ce jour-là, c'est là où on place au-dessus des maisons les fameuses koinobori. Alors nous, on avait fait quelque chose de simple. Hein. On avait fait sûr. quelque chose avec du crépon fait en demi-cercle, un papier toilette. Et à ce moment-là, ensuite, on avait la possibilité de coller et de faire une carpe avec un papier. Et donc du coup, on avait de quoi faire avec le vent une carpe. Ok. La deuxième chose qu'on avait fait, c'est ce qu'on appelle le teru bozu. Je t'en ai un peu parlé, Marc, Ouais. hier, je crois. Est-ce que vous connaissez ce que c'est? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une petite poupée. Je sais pas si vous voyez, c'est une poupée, une sorte de poupée en mouchoir. Vous prenez un mouchoir en tissu, par exemple. Vous placez une boulotte de papier en son centre, de sorte à ce que lorsque vous retournez le mouchoir, si vous attachez un petit lien, vous faites une tête une tête Ouais. une tête d'un petit être quoi que vous pouvez ensuite personnaliser en mettant un smiley, etc. Ah, ok. Et ensuite on accroche ceci dehors. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on accroche ça? Parce qu'en fait c'est pour essayer de faire venir le beau temps. Ok. C'est en fait pour faire, si on a envie par exemple demain d'avoir un pique-nique avec je sais pas une fille qu'on aime bien mais qu'on aimerait qu'il fasse beau et on Ouais. annonce pluie, ben voilà, c'est Ou une, si on veut les c'est plantes une- d'étoiles de la mort, par exemple. par exemple. Alors c'est une légende. What? C'est une légende, le Pardon. Terubozu. C'est une poupée du coup traditionnelle, hein. Et en fait, elle vient d'une de ces nombreuses légendes qu'on apprécie beaucoup au Japon, et même nous, hein, Européens, hein. Parce que souvent, c'est par rapport à quelque chose d'historique, et notamment là, on a par rapport à un moine. Ok. Alors, on a simplement une comptine au départ qui est donnée aux enfants, et la Ouais. comptine en question, c'est la légende. Alors, en fait, je vous l'ai dit, hein, en fait, c'est la petite chanson pour enfants, c'est Teru Teru Bozu, fais que demain soit une journée ensoleillée, comme parfois le ciel en rêve. S'il fait beau, je te donnerai un gros lot d'argent. Une journée passe. Ouais. Teru Teru Bozu, fais que demain soit une journée ensoleillée. Si tu réalises mon rêve, nous boirons sucré. Passe une deuxième journée. Teru Teru Bozu, fais que demain soit une journée ensoleillée. Car s'il fait nuageux et que tu pleures, je devrais te couper la tête. Yes, la bonne ambiance. En fait, cette légende vient du fait qu'il y ait un moine qui ait voulu Ouais. assurer à son entourage qu'il y avait le beau temps qui arrivait. Ouais. Mais le beau temps devait arriver sous 3 jours. Et chaque jour, il disait le beau temps arrive, le beau temps arrive. Ben là, c'est de ça, on lui a coupé la tête. Et le beau temps est Et le beau temps est arrivé, tout à fait. bien sûr. Donc du coup, de par cette légende, c'est quelque chose que l'on fait encore au Japon. Aujourd'hui. On en voit parfois. D'accord. C'est des petites choses qui sont personnalisées et c'est très pratique aussi pour occuper les enfants. Bien sûr. Ouais. Donc c'est une façon aussi d'expatrier un peu la culture chose. japonaise que de faire ceci. Mais d'ailleurs, j'en profite parce que je me permets de rebondir. Hein. Tout à l'heure, tu me disais, ou hier, je ne sais plus, tu me disais que souvent les points de départ des légendes japonaises étaient souvent des moines un peu tarés. Ouais, et alors il y a ça en fait, et il y a des événements aussi vrais parce que j'ai parcouru beaucoup d'événements et je me suis dit mais il y a presque une chronique à faire sur les moines fous ou sur Ouais. les moines de manière C'est une idée, générale. ça. Excellent. Parce que il y avait aussi le fameux, je sais pas si tu l'as visité toi Nicolas, le Kinkakuji, celui qu'on appelle le pavillon d'or. qui est Non, je l'ai vu, mais j'ai pas visité. Voilà, arrête-moi si je me trompe, c'est quelque chose comme une sorte de petit lotissement, un petit temple au milieu d'un C'est ça, parc. ouais. C'est ça, exactement. Et en fait, en 1950, il a été, je crois 1950, Je sais pas. je suis pas sûr, ça se vérifie, hein, il a été brûlé entièrement par un moine fou. Ah, ok, d'accord. Donc, du coup, 5 ans plus tard, je crois, ou 10 ans plus tard, ils l'ont Ouais. restauré à l'identique. Ils ont ajouté des feuilles. Il est couvert de feuilles d'or en fait, Ok. et de vernis. Donc, du coup, il est entièrement fait en or sur le. Je connais quand on voit aucun bâtiment japonais qui a pas cramé au moins une ou deux fois. Donc, Eh bien, justement, Et justement, j'en amène à la fin. J'en amène à la fin de ma chronique, puisque là, vous voyez que j'ai pioché un peu tout ce que je pouvais avoir c'est tout pour savoir en improvisation. quoi. Il m'est arrivé d'avoir un thème dans ma licence d'histoire qui était: est-ce que c'est facile d'accepter, est-ce que c'est possible pour les personnes d'accepter de concevoir qu'un bâtiment que vous visitez, un objet que vous voyez, n'est pas l'original, mais une reconstitution et vendu comme tel?
Mhm. voyez. Compliqué. Ouais, Donc, compliqué. comme souvent le font au Japon, Le et bateau de Thésée, quoi. de manière générale en Asie, il y a beaucoup de bâtiments on va privilégier la partie fonctionnelle du bâtiment plutôt que la partie historique. On va préserver le bois, par exemple, et on va le refaire de la même façon, à neuf, mais identique. Alors, quand c'est pas le feu, comme dit Maxime, qui a fait tabula rasa. Hein. Oui, mais ça, de toute façon, c'est tout à fait. Ça me rappelle cette conversation qu'on avait eue un jour avec Benjamin au sujet de l'âme. C'est par exemple, tu prends un navire, à force de changer des parties, est-ce qu'à la fin, c'est toujours le même navire ou pas, quoi? C'est le bateau de Thésée, oui. Voilà, c'est ça, exactement. Et je sais pas ce que vous en pensez, du coup. Après, je pense c'est un que comme sujet. pour tout, c'est culturel, quoi, en fait. Ouais. C'est-à-dire Je pense que c'est un sujet qui peut être peut-être un peu plus sujet à controverse en Europe, en tout cas en France. France, ouais. Je pense beaucoup en France, où tu as une culture du patrimoine qui est assez particulière et Bien sûr. où tu as une vision aussi qui est un peu fantasmée de ce patrimoine qui serait resté inchangé depuis des temps immémoriaux, alors que entre-temps, tu as Viollet-le-Duc qui a beaucoup contribué à cette image en modifiant lui-même certaines choses. Et c'est vrai que c'est compliqué, je pense. Surtout pour le grand public, en fait. Peut-être plus que pour les professionnels du patrimoine ou de la culture. Bah, pour moi, si jamais c'est refait avec exactement les mêmes méthodes, est-ce que ça l'aide pas à durer plus longtemps? Oui, si, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, à partir Pour du moi, moment où tu justement, m'expliques en plus, en gardant les méthodes avec lesquelles on l'a fait à l'époque, est-ce qu'on le fait pas aussi durer l'histoire qu'il a construit? oui, parce qu'on perpétue le geste aussi C'est derrière. ça. Parce que c'est un truc qui se perd beaucoup en France ou autre, c'est justement plein de Bien méthodes sûr, que hein. personne n'utilise. Et du coup, pour moi, faire durer justement les méthodes avec lesquelles on construit le bâtiment et continuer à savoir comment on construit le bâtiment en question, C'est pour moi, c'est essentiel. faire durer l'histoire du bâtiment et son âme bien plus que pourrait le faire juste si on garde les mêmes planches, quoi. D'ailleurs, Ouais. vous vous rappelez du galion japonais de ma Ouais. chronique? Mais en fait, il a été reconstruit à notre époque. Ah ouais? Trop Ouais, cool. ouais, avec du coup les techniques de l'époque. Donc en fait, c'est pile C'est-à-dire dans qu'au le Japon, on sujet. peut le voir, ce galion, alors. Exactement. Trop stylé. D'ailleurs, j'y viens justement, tout ce qui est niveau menuiserie au Japon. Ils ont des techniques qui sont très, très perfectionnées et qui, à l'époque, ne nécessitaient aucun clou, etc. Il y a des choses qui s'emboîtent de manière à ce que ça soutienne suffisamment pour se passer de tout ce qui est ensuite jointure avec des clous, par exemple, ou des choses qui sont similaires. Non, mais c'est sûrement des extraterrestres, c'est pour ça qu'on sait pas comment ils ont fait. C'est ce que j'allais Les dire. À pyramides. force que nous, en Europe, on perde notre capacité à construire des faire, choses, dans 400 ans, les gens penseront que les extraterrestres ont construit les cathédrales. Oh, Donc, j'espère pas. voilà. Pitié. Ah non, mais on va finir par en arriver là. C'est pour ça que justement, c'est important de garder aussi les méthodes qui sont pour moi aussi importantes que le bâtiment. C'est sûr. Tout à fait d'accord. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.